On est toujours ensemble sur France 24. On va plus loin dans un instant avec Patricia Alémonière et Gauthier Ribinski. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Au sommaire, pas d'entente avec le Niger. La CEDEAO dément sur France 24 les espoirs évoqués hier par le Premier ministre nigérien. Des discussions seraient en cours avec Paris, croit savoir en revanche le journal Le Monde, en vue d'un possible redéploiement d'une partie des forces françaises. Aucune confirmation de Moscou après les allégations du New York Times. Selon le quotidien new-yorkais, Kim Jong-un, le leader nord-coréen, s'apprêterait à rencontrer Vladimir Poutine à Vladivostok. En jeu, un possible soutien de Pyongyang à l'invasion russe de l'Ukraine par des fournitures d'armes. C'est tout de suite, on va plus loin. C'était jusque-là une demande écartée par Paris, du moins tant qu'elle n'émanait pas d'un pouvoir légitime, entendez par là validé par les urnes. La France, pourtant, discute bien d'un retrait de ses forces du Niger. C'est ce que croient savoir nos confrères du journal Le Monde. Des échanges en vue d'un éventuel redéploiement dans la mesure où la coopération dans la lutte antiterroriste avec Niamey est bel et bien interrompue. De quoi mieux comprendre peut-être la sortie hier du Premier ministre nigérien. Cécile Galuccio nous en dit plus. Elles sont dans une position d'illégalité. Elles, ce sont les forces françaises. Devant la presse, le Premier ministre nigérien nommé par la junte ne mâche pas ses mots envers l'ancienne puissance coloniale et son ambassadeur, qui aurait refusé de répondre à une invitation. C'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable, quitte notre pays le plus rapidement possible. Sylvain Ité, persona non grata, tout comme les militaires français. Un sentiment largement partagé par la rue. Depuis plusieurs jours, ils sont des milliers devant la base de l'armée nigérienne où sont déployés une partie des quelques 1500 soldats français pour manifester leur rejet de l'Hexagone. Je veux jusqu'à ce que les Français quittent notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Hier, la résistance a continué. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Elle continue. Elle va continuer demain. Elle continuera après-demain. Elle continuera toujours jusqu'à ce que ces crétins la quittent. Entre Niamey et Paris, la tension ne redescend pas depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. D'autant que la France ne reconnaît aux putschistes aucune légitimité. En revanche, avec la CEDEAO, la junte a bon espoir de parvenir à une entente dans les prochains jours. Mais de son côté, la communauté a imposé de lourdes sanctions économiques au Niger et brandit la menace d'une intervention armée. On s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Pour faire face à une éventuelle menace, le Niger avait fermé son espace aérien le 6 août dernier. Il a rouvert ce lundi. Et l'espace aérien, justement, a rouvert. Avec quelles conséquences? Youssouf Seriba, journaliste à Niamey, directeur du média en ligne Les Échos du Niger. Bonsoir, merci. Et effectivement, comme cela avait été annoncé il y a quelques jours de cela, l'aéroport international Yuri Amani a ouvert pour les vols commerciaux qui étaient très attendus. Cela est donc uniquement pour les vols commerciaux. Donc les vols militaires demeure encore C'est pas très clair. Oui, Youssouf Seriba, malheureusement, le niveau du son n'est pas très bon. Avez-vous la possibilité de vous déplacer à proximité de votre micro? Oui, je disais que comme cela avait été annoncé il y a quelques jours de cela, je ne sais pas si vous m'entendez à présent. On vous entend, c'est un peu fort. Vous pouvez parler normalement. Les vols commerciaux ont repris. Donc, il y a eu le tarmac de l'aéroport international de Yamani qui est très documenté ce lundi. C'est ce que nous avons appris à travers quelques sources. Maintenant, les vols militaires et spéciaux restent encore bloqués. Et donc, des autorisations spéciales. Oui, on a compris que les vols ont bien repris. Merci Youssouf Seriba. Malheureusement, la qualité du son n'est pas suffisamment bonne pour poursuivre cette conversation. En tout cas, on vient de l'entendre il y a quelques instants, le Premier ministre nigérien hier disait avoir bon espoir de parvenir à un accord avec la CEDEAO. Des espoirs que semble doucher le commissaire pour les affaires politiques de l'Union ouest-africaine, Abdel Fattah Moussa. C'était au micro de Marc Perelman pour France 24 aujourd'hui. Écoutez.
La position de la CEDEAO reste la même. La libération du président Mohamed Bazoum, dont vous savez qu'il a été pris en otage, et le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. C'est la position de la CEDEAO. Nous n'allons pas répéter les expériences du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, où la CEDEAO s'est retrouvée dans un espèce de marchandage avec les régimes militaires sur la durée de la transition. Et au moment où nous parlons, certains d'entre eux pensent encore à prolonger unilatéralement les transitions dans leur pays. Les chefs de gouvernement, membres de la CEDEAO, ont décidé que trop, c'est trop. Nous n'allons pas utiliser ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso comme modèle pour le Niger. Nous traçons une ligne dans le sable et nous voulons le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum. Voilà pour la CEDEAO. Alors s'agissant de la France, Paris excluait jusque-là un départ de ces quelques 1500 soldats déployés dans ces 3 bases. S'il n'y a plus de coopération militaire avec Niamey, est-ce que cela finalement ne tombe pas au coin, en tout cas n'est pas frappé au coin du bon sens, Patricia Lémonière, d'envisager un redéploiement, voire un retrait ? En tout cas, les militaires français, enfin une partie des militaires français partagent pratiquement une base avec des militaires du pays, en quelque sorte. Donc, je crois que les conversations existent toujours de militaire à militaire. Effectivement, pas de politique à politique, puisque les autorités françaises ne reconnaissent pas la junte actuellement, ni le Premier ministre en poste. Ce qui est intéressant, je crois qu'il y a des choses effectivement qui se passent, qu'il y a donc des contacts de militaire à militaire, et il y a plus que ça. Parce que si l'on regarde la déclaration du Premier ministre que vous avez cité, mais pas entièrement, il dit à un moment donné quelque chose d'important. Il espère possible de maintenir une coopération avec un pays, la France, avec qui on a partagé énormément de choses, dit-il. C'est pas n'importe quoi cette déclaration. C'est bien la première fois que l'on voit quelqu'un au Niger dire « Ah non, mais finalement, on veut plus de l'ambassadeur ». Ça, c'est clair et net. Parce que, pour leurs raisons, les militaires, finalement, peut-être qu'on va discuter, on va s'arranger pour leur départ, parce qu'on a dénoncé ces accords, mais on veut maintenir et continuer une coopération avec un pays avec lequel on a partagé énormément de choses. Donc, il y a des choses qui se passent, tractées ou non par la CEDEAO. Peut-être comprennent-ils aussi que, ma foi, les sanctions, il va quand même falloir arriver à certains arrangements, parce que les sanctions, ça pèse lourd. Et puis, autre chose, sur le plan sécuritaire, les Américains sont toujours là et les aident beaucoup. Et ils ont besoin de cette aide américaine. Pour l'instant, on ne parle pas du tout du départ des Américains. Et les Américains sont peut-être aussi à la manœuvre pour dire, attention, quand même, arrêtez un peu avec les Français. Je ne suis pas dans le secret des Américains, mais il y a des choses définitivement qui sont en train de se tracter derrière, en gros, ce qui se joue sur la scène publique. Envisager un départ, c'est ce que semble penser en tout cas l'ancien président François Hollande qui parlait ici même sur France 24 il y a quelques minutes. Écoutez. Le fait que nous puissions nous retirer, où est le problème ? Quel est le mal ? Moi, je suis le président qui a fait intervenir les militaires français au Mali. Mais dans mon programme de 2012, quand je me suis présenté devant les Français, je n'avais pas inscrit, je vais faire procéder à une intervention militaire. Donc, le fait de se retirer ne pose aucune difficulté de principe, ni aucune remise en cause d'une influence quelconque. Aucune remise en cause d'une influence quelconque, rien de déshonorant à partir. Gauthier Ribinski, vous partagez cet avis de François Hollande ? En théorie, ça serait parfait qu'on puisse segmenter les choses de la sorte. On sait très bien que la symbolique, elle joue très fort. Ce qui se joue là au Niger, c'est à la fois la perception des réalités, comme disait Patricia, avec des leviers de part et d'autre. C'est-à-dire que quand on discute, si on discute ensemble, c'est aussi pour faire en sorte probablement que personne ne perde la face dans cette affaire. Vous imaginez que si les choses se tenaient justement à cette force symbolique de cette actualité, on pourrait très bien envisager un blocus des emprises des soldats français, avec un blocus, une sorte de blocus effectif sur la nourriture, etc., etc. Ça aurait une force symbolique que personne ne veut atteindre parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendrait après. Donc il est normal qu'on se dise on va essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, ce que l'on a appris, c'est que ces contacts porteraient sur le maintien ou le retrait plutôt de personnels qui sont affectés
affectés à la maintenance d'outils militaires, d'avions, d'armes, etc. Bon. Comme ce que dit François Hollande, se retirer, c'est très bien, bien sûr. Et ça serait même l'occasion de s'interroger sur la raison de la présence. Mais si vous voulez, étant donné les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et surtout le fait que tout ça est très tardif de la part de la France. Quand la France dit aujourd'hui, on ne va pas reconnaître un pouvoir putschiste, très bien. Que ne l'a-t-elle fait depuis des décennies? Donc aujourd'hui, il y a des choses il y a presque un purgatoire qui se présente à la France aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire, mais c'est vrai que la conversion est très tardive de la part de la France, ce qui ne veut pas dire qu'il faut précisément tout d'un coup approuver ce qui se passe avec des régimes de type putschiste au motif que nous aurions légitimement mauvaise conscience d'avoir été ce que nous avons fait en Afrique. C'est ça. C'est qu'il faut avoir à la fois la conception et la conscience de ce qu'a fait la France, y compris dans des décennies où elle a prétendu être propre et où elle ne l'était pas. Mais ça ne signifie pas non plus se mettre à plat ventre devant des personnages qui vont récupérer en quelque sorte cette manière finalement militaire, autoritaire pour se vendre à d'autres pays, qu'on parle de la Russie ou d'autres, qui non plus n'ont pas une virginité absolument irréprochable dans le domaine du colonialisme. C'est ça qui est en train de jouer, et c'est pour ça que ces contacts, si vous voulez, ont, pour moi, pour but de rapprocher la réalité des choses de ce qu'elles peuvent avoir de concret, en essayant de mettre de côté cette chape de plomb éminemment dangereuse que peut être le symbolique et l'histoire. Prendre acte du fait que le vent a tourné à Niamey, Patricia, sans pour autant valider effectivement ce changement de vitrine officielle pour le régime, et donc que ça ne permet pas aux soldats français peut-être de poursuivre leur mission dans les meilleures conditions. Vous le comprenez, dans quel état cela laisse la lutte anti-djihadiste au Sahel? De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de travail avec les forces armées. Les soldats français ne font plus rien. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils pourraient effectivement partir, dans la mesure où ils sont inoccupés. Pourquoi les garder, dans la mesure où il n'y a aucune relation avec l'armée nigérienne? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mission de sécurité dans la région. Il n'y a plus rien qui est fait par l'armée française. Par contre, ce qui est fait, les Américains sont toujours là et les forces nigériennes sont toujours là. Ce que l'on note tant au Mali qu'au Niger et même au Burkina Faso, c'est effectivement une montée des actions des djihadistes qui profitent forcément dans ces périodes de vacuité, de troubles où il y a une absence soit de renseignements, soit etc., eh bien, d'attaquer. Et donc on a vu une montée des attaques des forces djihadistes sur certaines, au Burkina Faso il n'y a pas très longtemps, au Niger aussi. Donc effectivement, les djihadistes en profitent. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'au-delà de ce gain que peuvent marquer sur le terrain les forces djihadistes, c'est qu'il y a actuellement, en particulier au Mali, des choses qui bougent. On voit des gens de la société civile qui étaient va-t-en-guerre, totalement pour la junte, qui commencent à demander des comptes à la junte et qui commencent à dire, mais alors dites donc, la transition c'était en mars 2024, dites donc, en fait on voit aucun bénéfice de tout ça, pourquoi vous arrêtez autant de monde, et puis aujourd'hui pourquoi même vous m'arrêtez en quelque sorte. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer. L'expérience finalement au cours des années est en train d'amener des modifications, je crois, dans ces régimes militaires. Bon, il faut laisser le temps au temps, et pour la France, et c'est l'heure peut-être effectivement de tirer les enseignements, de voir, mais je crois que il faut agir, comme le disait Gauthier, avec raison, par un dialogue, mais pas forcément par des déclarations tonitruantes qui ne font que durcir les positions et qui sont loin justement d'aplanir, parce que c'est seul par le dialogue et en aplanissant la situation, peut-être par un dialogue discret. Pas besoin d'aller faire des déclarations chaque fois devant la presse pour régler les problèmes. On peut laisser, Gauthier, ces États seuls face à cette menace, la gérer comme ils l'entendent d'une certaine manière, laisser aussi peut-être Al-Qaïda, le groupe État islamique, s'entretuer comme certains semblent l'espérer, ou bien faut-il chercher une solution de repli, toujours dans la région, comme on l'avait fait d'ailleurs au Niger, après les sorties difficiles du Mali et du Burkina Faso. Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la réalité du danger.
de ce que signifie le danger, que ça soit Al-Qaïda ou que ça soit l'État islamique. C'est ça le problème. D'où aussi les ambiguïtés, d'où les erreurs. Ce que la France fait au Mali lorsqu'elle intervient donc pour stopper le mouvement djihadiste qui descend vers Bamako, c'est quelque chose qui va être interprété à la fois comme un acte fondateur par certains d'une nouvelle emprise colonialiste française, par d'autres ça va être interprété comme un sauvetage, et puis d'autres vont se dire aussi, et c'est là aussi le sens des ambiguïtés, d'autres vont se dire, notamment au Mali, les Français finalement qui ont été acclamés au départ sont là pour régler tous les problèmes. Et quand on sait que la présence djihadiste au Sahel, c'est quelque chose de non seulement militairement compliqué, politiquement compliqué, mais socialement compliqué, parce que dans certains endroits, le djihadisme supplée un État défaillant. Et puis ensuite, malheureusement, les populations se rendent compte à quoi elles ont affaire. Donc ça revient d'un mot, pour répondre à votre question, ça revient à la question de savoir comment peut-on se mettre d'accord sur ce que représente le danger djihadiste. Et c'est là que, si vous voulez, la question strictement militaire de la France, présence ou pas présence ou retrait, elle ne répond qu'en partie à cette question-là sur comment être d'accord sur le danger que représente le djihadisme. Patricia, juste un petit point, maintenant effectivement tout le monde regarde nos forces au Tchad. Et le Tchad, c'est la vraie question maintenant. Va-t-on renforcer les forces au Tchad, les gonfler avec les forces du Niger, ou va-t-on envisager aussi un repli, un jour ou l'autre ? Décidément, on est en mal de validation ce mardi. La Russie... Oui, sachant, pardonnez-moi, non, je suis désolé, mais ce que vient de dire Patricia est capital par rapport au Tchad aussi, justement. Cette virginité politique que la France réclame aujourd'hui, d'où elle se part, l'a-t-elle eu par rapport au Tchad et à la succession beaucoup. Voilà. Ça explique. Et le Gabon. Et le Gabon aussi, c'est autre chose, bien sûr. La Russie, elle ne confirme ni n'infirme les échos de presse venus des États-Unis selon lesquels Vladimir Poutine s'apprêterait à recevoir Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, disposé, selon le New York Times, à vendre des armes à Moscou pour l'aider dans sa guerre d'Ukraine. On voit ça en image avec Léo Pécha. Kim Jong-un, bientôt à Vladivostok pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times, citant des hauts responsables de la Maison-Blanche. La rencontre devrait se dérouler au cours du mois de septembre dans cette ville russe proche de la frontière nord-coréenne. Selon le quotidien américain, les discussions porteront sur la livraison d'armes, des obus d'artillerie et des missiles anti-chars nord-coréens que souhaiterait obtenir le président russe dans sa guerre contre l'Ukraine. La semaine dernière, Washington s'inquiétait déjà de l'avancée rapide des négociations entre les deux pays. Nous continuons de suivre cette situation de près et nous exhortons la Corée du Nord à cesser ses négociations sur les armes avec la Russie et à respecter les engagements pris par Pyongyang de ne pas livrer d'armes à la Russie. En échange, Pyongyang chercherait à obtenir une aide alimentaire, mais aussi des technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins. Selon la Maison-Blanche, ces négociations auraient débuté fin juillet avec la visite en Corée du Nord du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Par la suite, Vladimir Poutine et Kim Jong-un auraient eux-mêmes échangé des lettres pour renforcer leurs relations. Les visites à l'étranger du dirigeant nord-coréen sont rares. La dernière en Russie remonte à 2019. Cette aide peut-elle être décisive, Gauthier Rybinski, ou s'avérer seulement symbolique ? Écoutez, ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt bien compris des uns et des autres dans cette histoire. On est habitué, et d'ailleurs on réagit même avec une forme de réflexe pavlovien face aux menées de Kim Jong-un et aux essais balistiques. On dit d'accord, ça veut dire quoi ? Il veut du gasoil, il veut du fioul, il veut faire en sorte que ses généraux mangent parce qu'ils n'ont pas tout, et que le peuple, lui, survive à peu près. Et donc régulièrement, quand Kim Jong-un montre ses missiles, on lui envoie la nourriture. Bon. Là où c'est différent, c'est que là, il s'agit d'un échange avec la Russie. Entre parenthèses, la Russie va devoir, si ça voit le jour, maquiller les choses quand même pour ne pas donner l'impression humiliante qu'elle est à la peine et qu'elle demande une fourniture de technologie nord-coréenne. Mais ça sort de l'isolement, la Corée du Nord, ça la remet, et c'est pour ça que les Américains sont pas contents, ça la met sur un pied où on est obligé de considérer non pas les motivations réelles du régime, mais de dire, bon, motivation ou pas motivation, elle est sur place et on passe
d'aider la Russie. Donc c'est là qu'il y a quelque chose de dangereux. Ça rend aussi la question coréenne encore plus compliquée. Donc c'est quelque chose qui est de nature... Si vous me posez la question de savoir est-ce que ça va impacter fortement l'issue de la guerre en Ukraine, j'en doute. Mais je ne suis pas spécialiste de ces questions-là militaires. Néanmoins, ça sort à la fois la Corée du Nord de cet isolement et puis en même temps, c'est quand même, il faut bien le reconnaître, c'est le club des affreux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on se retrouve bien parce que on est, là encore, c'est toujours l'idée de Poutine, il prétend représenter les nouveaux damnés de la Terre, lesquels ne sont plus. Kim Jong-un n'est pas un damné de la Terre. Sa population, oui, c'est vraiment la pauvre, la damnée de la Terre la plus absolue. Pourquoi se rapprocher de Kim Jong-un pour agacer les Occidentaux? Patricia Lemaire, donner corps à ce fameux axe du mal que dénonçait il y a une vingtaine d'années George W. Bush. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement l'accord win-win, comme disent très bien les Chinois, où les deux partenaires ont un intérêt. L'un recevant des obus d'artillerie et des missiles anti-chars, dont il a désespérément besoin, puisqu'il en a perdu 10 000 pièges, je crois, enfin c'est énorme. Et l'autre pouvant construire ces missiles balistiques longue portée et miniaturiser ces petites têtes nucléaires, plus envoyer des satellites espions. Donc, l'un recevant de la technologie et l'autre recevant un paquet d'armes. Et ça ne fait pas plaisir forcément aux Américains, parce que qui dit recevant un paquet d'armes, il faut que les États-Unis livrent un peu plus d'armes, et nous aussi. Donc effectivement, nous n'y avons pas intérêt. L'autre chose qui est intéressante, et ce que soulevait Gauthier, c'est ce qui se passe sur un plan international. Durant des années, la Chine et la Russie votaient les résolutions de l'ONU contre le déploiement de la recherche nucléaire menée par la Corée du Nord. C'est fini depuis quelques mois. Toutes les résolutions qu'on a voulu faire voter, on ne les vote plus. Maintenant, la Chine et la Russie, effectivement, s'allient de plus en plus avec la Corée du Nord, comme une sorte de construction de néo-guerre froide, grossie avec l'Iran, avec des tas d'autres pays. Ils veulent essayer d'entrer... Alors, c'est le bloc des méchants, comme dire. Mais encore plus costaud, en quelque sorte, parce que quand même, les forces iraniennes sur le plan militaire, c'est pas n'importe quoi, la Corée, c'est pas n'importe quoi, etc. Donc, tous ces gens-là sont regroupés et ils essayent d'entraîner avec eux les autres, dont les BRICS, dont les Indiens, etc. Et les autres ne veulent pas tant que ça, justement. Ils suivent, mais pas trop. C'est l'effet de la guerre d'Ukraine ou c'est l'alliance AUKUS des Occidentaux qui a, d'une certaine manière, poussé dans les bras la Chine, la Russie, la Corée du Nord? Je ferai une réponse je dirais que c'est les deux, en quelque sorte. Il y a une arrogance et un diktat occidental qui est manifeste. Et puis, il y a aussi, effectivement, Vladimir Poutine et Xi. Les deux hommes, parce qu'il ne faut pas penser que Xi, il veut faire que du commerce. Non, il est différent des autres dirigeants chinois parce qu'il veut mettre sa marque sur un plan géopolitique et politique. Et redessiner les cartes. Ne serait-ce que sa façon dont il a redessiné les cartes, d'ailleurs en prenant une partie d'une petite île russe qui n'a pas fait plaisir à Moscou. Gauthier Rybinski, c'est la malignité de Moscou dans cette affaire ou où les Occidentaux portent-ils une part de responsabilité en ayant montré les muscles dans le Pacifique? Là aussi, c'est tout comme Patricia, parce que oui, bien sûr, AUKUS et puis le développement d'un certain impérialisme occidental, oui. Ce que je pense profondément, c'est que ce qui est à l'affrontement là, c'est non seulement la vieille géopolitique, c'est-à-dire je te prends un morceau d'île parce qu'il est important pour telle et telle raison, l'approvisionnement, ceci. Oui, très bien. Mais n'oublions pas, et c'est ce que tu disais à propos de Xi Jinping et ce qu'on sait désormais à propos de Poutine, enfin ce qu'on sait depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a un contenu émotif, idéologique très fort. Quand Xi Jinping, vous vous en souvenez, on avait parlé en plateau, ambitionne de mettre un certain nombre de ces maximes dans la constitution chinoise, et notamment celles qui ont une banalité effrayante, ça n'est pas un hasard. Quand Poutine vous parle de ce qu'est l'éternel russe, et qu'il est prêt à sacrifier une partie de son armée, de son matériel, pour cette cause-là, tout ça, évidemment, se répond et fait résonance. Et c'est vrai qu'il y a peut-être là un décalage, c'est-à-dire que cette idéologie-là, côté occidental, elle était
plus prégnante à l'époque de George Bush, dont vous parliez, et qu'aujourd'hui, ce camp-là, finalement du totalitarisme, il a repris cet aspect-là des choses, au point que, effectivement, Xi Jinping, c'est pas uniquement vendre des produits chinois, c'est de dire, regardez, le modèle chinois est aujourd'hui le meilleur, et l'imposture, c'est le modèle dit libéral. Il y a ça derrière tout ça, et Kim Jong-un, lui, est fort content finalement d'être le jouet de cette affaire-là. Mais ne pas oublier, me semble-t-il, que nous ne sommes plus, si tant est nous l'ayons été, dans des partis uniquement de comment s'appelaient ces jeux stratégiques de société où il fallait justement, Monopoly, mais autre chose, où il fallait prendre justement un territoire. Non, c'est pas uniquement ça. L'histoire de l'Ukraine, c'est pas uniquement prendre l'Ukraine, c'est beaucoup plus profond que ça. Merci beaucoup, Patricia Lémonière, Gauthier Rybinski. C'était On va plus loin. Restez avec nous. Prochain journal dans 4 minutes.